Donc un litholameller, c'est une personne qui va avoir comme travail de faire des lames minces de minéraux. Donc le but, c'est d'avoir des échantillons bruts qui sont prélevés sur le terrain et d'en faire une lame très fine. Donc un échantillon très fin, à peu près de l'épaisseur de 30 microns. Pour imaginer la chose, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu humain. Et ces lames-là, du coup, elles vont être utilisées pour être regardées dans le microscope pour avoir l'agencement des minéraux, les minéraux qui sont présents. On peut avoir aussi des microfossiles qui vont être emprisonnés dedans, des pollens. Donc ça va apporter des informations de l'échantillon à l'échelle microscopique, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors c'est un métier qui est peu répandu en France. On est déjà très peu de litholameller, que ce soit dans le privé ou dans le public. Dans le privé, je ne saurais pas dire combien on est. Par contre, dans le public, je sais qu'on est moins d'une trentaine maintenant dans les universités. Donc c'est quelque chose qui est très peu répandu et c'est un métier qui est très particulier. J'ai plusieurs missions à l'université. Ma première mission, du coup, c'est d'être lithopréparatrice, donc de préparer les lames minces. J'en ai une seconde, du coup, qui est intrinsèquement liée à la première. Ça va être tout ce qui est accompagnement de terrain pour les étudiants. Donc les apprendre à prélever correctement, à bien numéroter leurs échantillons, avoir les bonnes nomenclatures. Ça va être aussi le choix des échantillons, parce que généralement ces échantillons-là vont être utilisés aussi derrière pour des analyses, des lames minces ou quoi aux caisses. Donc il y a toute cette partie-là, enseignement derrière, accompagnement de terrain. Il va y avoir toute la partie archivage des échantillons, du coup qui est intrinsèquement liée à la première mission et à la deuxième. Moi, c'est un métier que j'ai découvert quand j'étais en BTS par le biais d'un TP. J'ai été formée par chaperonnage, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de formation standard. Donc ça va être de la formation, ça va être dans le cadre d'un stage, on va nous apprendre les différentes pratiques, vu que c'est très manuel. Il va y avoir une partie observation et ensuite une partie où on va apprendre à faire les gestes, les retranscrire et ainsi de suite. Je travaille beaucoup avec les enseignants-chercheurs, parce que du coup, c'est les personnes qui me donnent les échantillons ou avec lesquelles je prélève les échantillons. Donc il y a beaucoup d'échanges qui se fait, notamment avant d'avoir les commandes, on va cerner ensemble leurs demandes, savoir ce qu'ils vont faire de cet échantillon, s'il y aura des analyses chimiques derrière, s'il y aura besoin de faire tel ou tel type de traitement pour ne pas polluer l'échantillon. Et donc du coup, ça va être avec ces personnes-là que je vais majoritairement travailler. Il va y avoir un gros temps d'échange tout le long de la fabrication de la lame pour être au plus juste au niveau de leurs demandes. Il y a aussi une petite partie qui se fait avec tout ce qui est conservation d'échantillons avec le pôle patrimoine, du coup pour la pérennité de l'échantillon et aussi son enregistrement dans les carotèques. La première étape, ça va être du coup de scier l'échantillon pour avoir notre format qu'on souhaite, donc les formats qu'on appelle des sucres. Ça va être un petit rectangle du coup d'une taille bien précise pour faire notre lame. Donc on va venir scier cet échantillon pour que celui-ci soit à la bonne taille. Ensuite, on va venir le rôder, donc on va le mettre à plat de façon à ce qu'il soit parfaitement plan pour pouvoir le coller. On va le coller sur une petite plaque de verre avec une résine spécifique qui a le même indice de réfraction que le verre pour éviter de faire des interférences au microscope. On va venir le recouper, le re-rôder, donc le reponcer pour le mettre à épaisseur. Et ensuite, on va le finir à la main avec une petite poudre pour que ça soit aux alentours de 30 microns ou plus, suivant la demande de la personne. J'ai certains échantillons que je dois préparer parce que c'est des échantillons qui sont fragiles, qui sont poreux ou même qui sont comme du sable ou de la terre, donc qui ne se tiennent pas naturellement. Donc il y a parfois une étape de préparation qui prend du temps en plus où on va les mettre en résine, on va les faire sécher. On va avoir tout un processus pour pouvoir les rendre manipulables. Au niveau du toucher, par exemple, je vais pouvoir avoir une idée de comment mon échantillon est poreux, s'il va falloir que je l'imprègne ou pas. Au niveau de la dureté aussi, parce que quand je vais le prendre dans mes mains, je vais savoir si j'ai besoin de l'imprégner ou pas, s'il est dur, s'il se tient, s'il se tient pas. Au niveau de la vue, ça va être du contrôle qui va être du contrôle visuel, un peu comme du contrôle qualité. Ça va me permettre de savoir la planéité de mon échantillon, s'il me reste encore de la résine dessus. Et l'ouïe, ça va être beaucoup à la découpe.
Par rapport à mon son de découpe, je peux savoir s'il est plus ou moins dense. Et notamment avec certaines machines aussi, quand ces machines font un son bien particulier, je sais par exemple que ma lame est polie. Parce que du coup j'entends le clac spécifique de la machine qui me dit que ma lame est polie. L'odorat, ça va être plus pour des échantillons qui risquent d'être pollués. Donc ça arrive très rarement parce qu'on travaille très peu avec des échantillons pollués. Mais par exemple certains échantillons qui sont riches en matière organique, je vais avoir un indice aussi, ils vont être très noirs. Quand je vais les découper, ça va avoir une petite odeur d'hydrocarbures ou alors un peu de matière morte séchée, donc c'est pas forcément super agréable. Mais je sais que ces échantillons-là, par exemple, il faudra pas que je les chauffe de trop ou alors il faudra que je les mette en résine parce qu'ils sont super fragiles. Des fois, les échantillons sont assez surprenants et la démarche mentale qu'on s'est imaginée n'est pas forcément la bonne. Mais souvent, il y a quand même une démarche mentale qui se fait de façon à se dire « Ah bah tiens, du coup, il ressemble à ça, j'ai vu ça, 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 donc je vais le traiter de telle façon ». Ce qu'on m'avait beaucoup dit quand j'ai été formée, c'est que c'est un peu une recette de gâteau qu'on fait avec ce qu'on a dans le frigo. En fonction des différents échantillons, des différents matériaux qu'on a, des différents produits qu'on a aussi pour les traiter. Et on compose au mieux en fait. Donc c'est un protocole qui est plus ou moins fixe dans les grandes lignes, mais qui est assez flou quand on traite les échantillons. Moi, personnellement, je ne me vois pas travailler avec des gants parce que c'est quelque chose qui est super important pour moi d'avoir le toucher direct. Ça me permet d'avoir plein d'informations, d'avoir une meilleure prise en main des échantillons, d'avoir plein de petits aspects qu'on n'a pas avec des gants. Et c'est quelque chose que peut-être à défaut, mais j'étais habituée à travailler sans, sauf pour des parties qui sont obligatoires comme le collage, où là je suis en contact avec des produits qui peuvent être potentiellement dangereux. Mais sinon, après je dirais que c'est à la gouverne de chacun, mais pour moi il y a de la perte d'informations quand on y touche sans être en main nue.